Salam à tous les amis, bienvenue sur French PL. Aujourd'hui, grosse vidéo sur João Pedro et on va découper ça en deux parties. On va commencer par parler rapidement de João Pedro, le joueur, ses qualités, ses faiblesses, mon avis sur le deal et ensuite grosse partie tactique car après 3 recrues majeures et une Coupe du Monde des clubs où il se passe pas mal de choses tactiquement, on va essayer de voir dans quel schéma Maresca pourrait intégrer au mieux toutes ces dernières recrues et tout ça en évitant de mettre Reece James au milieu, évidemment. Je vous laisse liker pour donner de la force et de référencement. Merci infiniment à tous ceux qui le feront et à ceux qui vont s'abonner pour suivre la Première Ligue de plus près. João Pedro à Chelsea, c'est officiel et pour moi, c'est comme Pedro Neto l'année dernière, c'est vraiment une recrue que je vois d'un bon œil. Je suis même assez fan. Je voulais déjà le recruter quand il était à Watford, il avait fait une saison très intéressante en PL en 21-22 avant de redescendre en D2 anglaise, là où il s'est vraiment amusé. Et clairement, quand Brighton le signe pour 35 millions d'euros, c'était évident pour moi que les Seagulls s'étaient pas trompés. En termes de talent, je pense que c'est une version un peu moins aboutie de Cunha, du moins pour l'instant, mais potentiellement, ça peut atteindre les mêmes sommets. Et ce que j'aime bien dans ce profil de joueur, c'est la polyvalence. João Pedro, c'est un joueur qui, de par ses qualités, peut occuper tous les postes de l'attaque. Cela dit, premier gros avertissement pour moi, ne pas refaire la même erreur qu'avec Nkunku. C'est deux joueurs très similaires, et même s'ils peuvent jouer neuf de façon ponctuelle, pour moi, ils sont bien meilleurs derrière l'attaquant. Et on va développer ça tout de suite avec une analyse du joueur. Juste avant, j'en profite pour vous annoncer que désormais, dans la description de toutes mes vidéos, vous aurez un lien pour le site Max Maillot, avec qui je viens de faire un partenariat et un jeu concours sur mes réseaux sociaux. Et avec ce lien, vous pourrez donc acheter des maillots de foot et vous avez le code FrenchPL10 pour avoir 10% de réduction. Évidemment, en utilisant le code promo, vous allez soutenir la chaîne et vous allez m'aider à me développer pour pourquoi pas un jour atteindre l'objectif de vivre de ma chaîne et m'y consacrer à 100%. Et c'est gagnant-gagnant parce que je pourrais vous faire du contenu toujours de plus en plus qualitatif, de plus en plus régulièrement pendant que vous achetez des maillots stylés. Donc, foncez. On va recenser ensemble tout un tas de qualités que devrait avoir un milieu offensif et je vais vous dire si selon moi, João Pedro est top dans ce domaine, s'il est bon dans ce domaine, s'il doit progresser dans ce domaine ou s'il n'est vraiment pas bon dans ce domaine. Et on va commencer avec le jeu aérien où je trouve que João Pedro est vraiment top. Surtout pour un milieu offensif, c'est vrai qu'il a vraiment un jeu de tête de numéro 9. Il a l'envie, il se bat, il a un super timing et un bon jeu de tête dans le sens où il arrive bien à placer ses têtes. Donc c'est vraiment une arme très intéressante et clairement s'il est dans le demi-espace gauche, on va voir juste après que c'est un peu son poste de prédilection, des centres qui viennent de la droite au second poteau pour João Pedro, ça pourrait être une de nos armes offensives. Au niveau du dribble et technique, je vais le mettre dans doit progresser. Ça peut en surprendre certains, mais il n'est pas aussi bon qu'on pourrait le croire. Ses stats en 1v1 sont pas dingues. Son pourcentage de dribble réussi en première ligue cette saison n'est pas dingue non plus. Il y a plus de 3 mauvais contrôles par 90 minutes cette saison. Pareil, c'est beaucoup par rapport aux joueurs à son poste. Et au niveau des progressive carries, c'est average. Donc les stats sont pas ouf, mais au niveau du high test, parce que c'est un joueur que je vois beaucoup jouer depuis 2-3 ans maintenant, c'est clairement un joueur qui est capable de très belles choses, ça y a aucun souci, mais pas forcément de façon régulière. Et c'est pas un aussi bon dribbleur qu'un Cunha, qu'un Gittens. Je dirais qu'il est un peu en mode Nkunku, c'est-à-dire qu'il est capable d'être assez bon techniquement pour se sortir de situations un peu compliquées où il y a de la densité, mais de façon régulière, c'est pas un dribbleur comme Sancho, loin de là. Et pour moi, ces stats de 1v1 qui sont pas dingues sont dus déjà à une palette de dribble qui n'est pas folle. Il fait pas tout le temps la même chose, mais pas loin non plus. Et physiquement, même s'il est fort dans le duel et il est vraiment capable de résister à la plupart des latéraux ou des joueurs que tu vas mettre sur le dos, il perd aussi beaucoup de duels et surtout il n'est pas explosif. Donc il n'arrive pas forcément à faire de grosses différences grâce à son corps, même s'il est vraiment capable de résister, mais il n'est pas explosif comme un Gittens par exemple peut l'être. Et le fait qu'il n'est pas explosif sur les premiers appuis, c'est aussi un truc qui le gêne dans son tir. Ce que j'entends par là, c'est que quand on regarde les datas avancées, on s'aperçoit qu'il a quand même beaucoup de tirs contrés. Et quand tu le vois jouer, tu comprends pourquoi. Il n'est pas explosif et souvent quand il tire, il n'est pas assez rapide dans son enchaînement pour pouvoir faire une démarcation assez nette pour que ses tirs aillent au but. Et je fais la transition directement avec tir et finition où je vais le mettre dans bon, mais à la limite de le mettre dans doit progresser. Parce qu'on voit en première ligue cette saison qu'en jouant 1953 minutes, il s'est créé que 8,90 XG. Sachant qu'il tire les pénaltys et que les pénaltys vont venir gonfler cette stat de XG, c'est-à-dire qu'en 23 starts de première ligue, il s'est créé dans le jeu peut-être 5 XG. Et ça, c'est vraiment pas dingue parce que, comme j'ai dit, il se met rarement dans des bonnes positions de frappe. Même dans ses mouvements, il a des bons mouvements, mais pas en tant que numéro 9 pour se mettre directement devant le but. Donc,
c'est pas vraiment un neuf pour moi. Donc tout ce que je suis en train de vous dire là, c'est que quand tu vois qu'il est pas explosif, que c'est pas un dribbleur né, etc., et que en termes de finition, de tir, c'est pas non plus le joueur deadly, ben ça fait que pour moi, c'est pas vraiment un ailier et c'est pas vraiment un numéro 9. Ce qui fait que c'est vraiment un joueur unidimensionnel, un peu comme Nkunku, dans le sens où Nkunku c'est pareil, c'est pas vraiment un neuf, c'est pas vraiment un ailier, il a vraiment les qualités pour être plutôt axial et dans les demi-espaces. Et enfin, la saison passée en Première Ligue, on peut voir qu'il n'a que 1,7 tirs par 90 minutes. Pour un joueur offensif, ne même pas tirer 2 fois par match, c'est vraiment pas beaucoup. Donc il tire peu parce que, comme je vous ai dit, il arrive vraiment que trop peu rarement à faire cette vraie différence nette qui lui permet de vraiment tirer de façon nette et d'inquiéter le gardien. Ensuite, j'ai rajouté plusieurs critères, notamment le jeu de combinaison, donc le link-up play dans top. Je le mets vraiment dans top pour ça, parce que pour moi, c'est vraiment sa grosse qualité. Il est trop bon dans la combinaison. Et c'est pour ça que pour moi, c'est vraiment un joueur ultra similaire à Nkunku, parce que pour l'instant, j'ai l'impression de parler de Nkunku. C'est-à-dire qu'un joueur qui n'est pas forcément un neuf, qui n'a pas une finition dingue, mais qui est capable de, qui n'est pas un dribbleur fou, mais qui est capable de aussi, et qui a un jeu de combinaison vraiment dingue dans la combinaison. Nkunku, c'est incroyable. Et João Pedro, c'est pareil. Et ce que j'aime beaucoup aussi dans João Pedro, c'est son jeu de passe. Il peut vraiment trouver des passes entre les lignes ultra tranchantes, ultra perçantes, progressives et tout. Donc ça, c'est un truc qui, pour moi, me fait vraiment dire que c'est un joueur de demi-espace qui doit être un peu en retrait derrière l'attaquant. Ensuite, j'ai mis mouvement. Il est très bon dans les mouvements, entre les lignes notamment. Il se met dans les intervalles assez intelligemment et même dans la profondeur, il est assez bon et il est rarement en hors-jeu. Je trouve que dans ses appels, il est beaucoup plus intelligent qu'un Jackson, par exemple, qui a tendance à se mettre beaucoup en hors-jeu. C'est beaucoup moins le cas avec Pedro, qui est assez intelligent dans cette partie du jeu. Ensuite, défense. J'ai mis défense parce que João Pedro, c'est tout simplement un joueur qui se donne. En fait, Pedro, c'est simple, c'est Nkunku, mais qui court sans ballon. Et je pense que c'est pour ça qu'on l'a ramené, parce qu'il a les qualités qu'a Nkunku, et je pense qu'on a ramené Nkunku pour une raison, mais sans ballon, c'est vrai que Nkunku, il n'a pas su montrer qu'il était capable d'apporter. Et en création, j'ai mis doit progresser. Donc même s'il est vraiment capable de trouver des passes de fou, je dirais pas que c'est un vrai créateur, dans le sens où c'est pas un profil à la Palmer ou à la Madison, qui vraiment, eux, sont dépositaires du jeu, ont la qualité technique et la vision pour de façon vraiment régulière gérer le tempo du jeu, en fait, gérer vraiment ton jeu. Lui, c'est vraiment un profil plus direct. C'est un profil plus direct. Il peut te trouver des passes de fou entre les lignes. Un ailier qui fait un appel dans le dos, il va te faire une passe hyper bien dosée. Il a un dosage de passe qui est assez dingue, mais je vais mettre dans doit progresser parce que factuellement dans les stats, on voit que ces chiffres en passes clés, en grosses occasions créées, en XA sont pas folles. Il doit apporter plus de volume. Il a la qualité pour le faire, mais il n'a pas encore la quantité. Et enfin, je finirai avec l'attitude, et pour moi, ça va pas du tout. C'est un joueur qui a un peu les fils qui se touchent. Ok, il est très volontaire dans le jeu sans ballon, il court et tout, mais il a tendance à être un peu maladroit dans ses interventions, ce qui fait qu'il peut choper des cartons jaunes assez bêtement. Et en termes de mentalité, on a tous vu cette action où il a essayé de mettre un gros coup de coude, où là, clairement, il aurait pris 10 matchs de suspension, et c'est complètement débile. Et il y a plein d'occasions comme ça, où tu vois qu'il a un tempérament vraiment à fleur de peau, on va dire. Donc ça, c'est vraiment pas fou. Déjà qu'on prend pas mal de cartons, lui, il va pas ranger les choses. Et aussi, il y a eu des rumeurs comme quoi, à l'entraînement, il se serait battu, je crois, avec Vanek, un truc comme ça. Donc, tu vois, c'est vraiment il est flamboyant, quoi, João Pedro. Et moi, c'est vraiment un truc que j'aime pas du tout pour le coup. Autant je voulais le recruter quand il était à Watford parce que je connaissais pas tout ça, ce côté un peu du joueur, parce que je me suis vraiment concentré sur ses capacités et pour moi il est vraiment capable de faire beaucoup de choses bien. Mais l'attitude pour moi c'est vraiment un truc qui me refroidit pas mal. C'est pour ça que quand je vais venir noter cet achat, je vais dire ok, bon joueur mais pas très bon joueur. Par contre il est prometteur et rien ne dit que à Chelsea il va pas remplir toutes les promesses, tout ce qu'il est capable de faire, et avec un bon coach. En fait, je pense que João Pedro, c'est un joueur qui a besoin d'un bon coach pour progresser dans ses capacités. Il peut vraiment faire des très belles choses, mais il doit être cadré, canalisé. Et avec un bon coach, je pense que João Pedro peut devenir un incroyable joueur. Donc c'est pour ça que j'ai mis prometteur, j'ai mis aussi polyvalent. Par contre, pour moi, c'est trop cher. Apparemment, le deal, c'est 55 plus 5 millions de livres. Donc on est en gros pas loin des 70 millions d'euros pour João Pedro, un joueur qui est pas fini, un joueur qui, on va le voir après, n'est pas un titulaire indiscutable, je pense, à Chelsea là, tout de suite. Donc c'est vraiment trop cher. Ensuite, pas évident à intégrer tactiquement, comme on l'a dit, de par ses qualités, c'est pas vraiment un ailier, c'est pas vraiment un neuf. Donc déjà tu peux pas le mettre où tu veux, même s'il est polyvalent en soi dans ses qualités, c'est pas un profil
que tu peux mettre partout. Et je suis très inquiet pour l'attitude. J'espère vraiment qu'il va pas aller s'embrouiller avec un joueur comme Palmer, par exemple, qui a vraiment du caractère. Bon, maintenant qu'on sait un peu mieux qui est João Pedro et que vous avez mon avis sur le joueur, on va se demander où il va jouer. Parce que mine de rien, on pourrait un peu se perdre avec tous ces joueurs offensifs qui arrivent à Chelsea. Offensivement, on sait que Chelsea a majoritairement évolué cette saison avec ce schéma. 2 ailiers purs, un 9, un box-to-box et un seul milieu offensif. Le double pivot était généralement constitué d'un latéral inversé. Et je dis bien un seul milieu offensif car Palmer est le seul joueur qui a pu évoluer dans ce rôle de second attaquant à Chelsea cette saison. Enzo Fernandez, qui l'accompagnait dans les demi-espaces, avait un vrai rôle de milieu central qui était notamment plus bas que Palmer hors possession. Et le fait que Palmer soit le seul second attaquant sur la pelouse a notamment été fatal pour le temps de jeu de beaucoup de milieux offensifs à Chelsea cette saison. Chukwuemeka, Casadei et Félix ont tous les trois quitté le club en janvier. Et si le Bayern s'était entendu sur le prix de Nkunku, Chelsea aurait évacué 4 milieux offensifs en cours de saison. Donc quelle est la logique derrière l'arrivée de João Pedro et potentiellement Kudus? Qu'est-ce qui a changé? Bah c'est difficile à dire, parce que Maresca ces derniers temps, il tente pas mal de choses tactiquement. Lors de la Coupe du Monde des clubs, pour ceux qui suivent mes débriefs, on a pu voir que Maresca essaie notamment un double pivot fixe, avec pas mal de mouvements sur la ligne de 5 offensifs. En l'absence de Enzo Fernandez dans le 11 contre Los Angeles, on a pu voir Cucurella venir rejoindre la ligne d'attaque avec un ailier à ses côtés. Contre Benfica, on a vu Cucurella prendre le couloir cette fois-ci, accompagné de Palmer. Et même si on a vu aussi pendant la Coupe du Monde une animation avec un latéral inversé contre Tunis ou Los Angeles en deuxième mi-temps, c'est l'animation avec le double pivot fixe qui pourrait avoir plus d'avenir. Mais ça forcerait Maresca à faire des choix. Donc on va maintenant faire des hypothèses sur les différentes options possibles et je compte sur vous en commentaire pour me dire quelle est votre option préférée. Et si tu kiffes la vidéo frérot, oublie pas de liker. Avant toute chose, pour moi et pour Maresca aussi je pense, il y a 5 joueurs dans l'effectif de Chelsea qui, de par leur statut et ou leur niveau, sont des titulaires indiscutables. Cucurella, James, Caicedo, Enzo et Palmer, que je vais mettre en jaune dans les compositions que je vais vous montrer. Donc là, je vais vous proposer des 11 avec les 5 titulaires indiscutables et João Pedro. Pour chaque option, sachez que j'ai mis l'animation avec ballon. Donc là, on a l'option numéro 1 où je mets João Pedro dans sa zone de prédilection, c'est-à-dire le demi-espace gauche. C'est vraiment là où il évolue tout le temps en club depuis 3-4 ans maintenant. Tu regardes sa hitmap depuis 3-4 ans, il est toujours fourré dans le demi-espace gauche. C'est là où il aime être. Et donc, avec ballon en possession, on a un 3-2-5, ce qu'aime Maresca. Et là, on a Cucurella dans le couloir gauche parce que je pense qu'il a montré que c'est vraiment un top joueur dans ce couloir. Il a vraiment le cardio pour apporter offensivement et défensivement pour vraiment combler toutes les brèches du système. Et là, en plus, on a, je pense, tous les joueurs dans la zone de prédilection. Même si on aimerait tous voir Rich James plus haut, en tout cas, il fait le taf à ce poste-là. On a un double pivot fixe. Ça aussi, c'est incroyable. Et on a Delap en pointe. Donc, pour moi, je pense vraiment que c'est clairement une option de fou. Pour moi, c'est une option de fou. Et je vais aller même encore plus loin en mettant des options possibles. On sait que Chelsea est encore sur le marché pour des joueurs offensifs. Kudus est gaucher, donc potentiellement c'est un excellent backup à Palmer. Fini les KDH, tout ça, etc. Kudus, c'est incroyable, surtout qu'il est polyvalent, il peut jouer aussi ailier s'il y a besoin et tout. Je vous ai mis en backup de João Pedro, pourquoi pas un Jackson, parce que je trouve que Jackson, il a totalement les qualités pour jouer à ce poste-là. On l'a dit l'année dernière, ouais, il peut totalement jouer ailier. Bah ouais, bah si t'es ailier qui ensuite vient dans le demi-espace quand t'as Cucurella qui monte, je pense que Jackson a totalement les qualités. On l'a vu tellement de fois où Jackson, il a vraiment cette qualité pour être ce distributeur de bons ballons, il sait conserver le ballon dos au but, dos au jeu, il a une très grosse qualité technique. Donc pourquoi pas le mettre là en fait? Moi je dis pourquoi pas le mettre là? Il peut aussi prendre de la profondeur et tout. On sait qu'il trouve aussi des très bonnes passes dans la profondeur. Donc un Jackson un peu en retrait comme ça, je pense que ça pourrait être sa meilleure version potentiellement. Et en backup de Delap, encore en concurrence plutôt avec Delap, pourquoi pas un Ekitike qui apporterait sa taille et ses qualités, ça pourrait être vraiment incroyable. Mais on reste sur l'option numéro 1, on est sur les 11 là, aujourd'hui on parle de 11 de départ. Donc l'option numéro 2, ça pourrait être un peu le même système, mais cette fois-ci, c'est pas Cucurella qui est haut, c'est Rich James. On pourrait retrouver un Rich James dans le couloir droit, en backup avec Gusto, et là, c'est aussi l'opportunité de mettre... En fait, là, on a les 5 titulaires indiscutables, et on a les 3 dernières recrues. Donc là, c'est un 11 qui est vraiment un peu... qui est optimisé, on va dire, qui est optimisé, qui est new look aussi, avec Gittens, du coup, qui est vraiment un expert de l'aile gauche du 1v1, comme on a vu dans la vidéo dédiée à Gittens. Si vous l'avez pas vu, évidemment, c'est un must, il faut aller la voir. Mais l'option 2, elle est aussi vraiment pas mal. Juste, si je dois avoir un latéral dans le couloir, c'est vrai que
Kukurea, là, il m'a beaucoup plus convaincu. Alors que c'est vrai que Rich James, pré-blessure, quand il était encore frais physiquement, tout jeune, etc., bah, tous les jours dans ce rôle-là, parce que c'est là, il est incroyable. Mais le Rich James, le Rich James post-blessure, je me dis que peut-être il n'est pas aussi frais pour faire les allers-retours et pour être vraiment impactant comme pourrait l'être Kukurea à gauche. Donc voilà, je me dis que potentiellement c'est une excellente option, mais peut-être que l'option 1 est meilleure juste par rapport au cardio et à la faculté à répéter les efforts que peuvent avoir Kukurea et James. Au niveau de l'option 3, là on a quoi? On a les 5 titres indiscutables et on a Joao Pedro en 9. En 9. Et comme j'ai dit, pour moi, il n'a pas forcément les qualités pour être un vrai 9. Donc là, si tu le mets en pointe comme ça, c'est d'emblée un faux 9. C'est un faux 9. Et quand tu mets Joao Pedro en faux 9, pour moi, tu es obligé de mettre 2 ailiers parce que il faut clairement que tu aies des joueurs qui prennent la profondeur. C'est comme penser au trio Sané, Salah, Firmino. Donc tu as Firmino, tout le système était pensé pour optimiser les 3 joueurs. Donc tu as un Firmino qui est un numéro 9 qui décroche, qui combine, etc. Donc ça, Pedro, il peut totalement le faire. Mais le fait de décrocher, profiter notamment à des joueurs hyper rapides, capables de finir, etc. Neto, Gittens, c'est pas Mané, Salah, loin de là. Mais potentiellement, c'est des joueurs qui peuvent prendre la profondeur, car ils sont très rapides, puissants, etc. C'est pas Palmer qui va prendre la profondeur, il peut le faire occasionnellement, mais pas tout le temps. Donc si tu mets un Joao Pedro, pour moi, en faux 9, ça veut dire que tu as 2 ailiers, donc Neto, Gittens, potentiellement aussi Estevao, et Madueke s'il est encore là, ou du coup 12 par exemple. Donc voilà, des joueurs comme ça. Voilà, et après, du coup, on a du Rich James. On a, du coup, un Kukurea. Donc là, on a un double pivot qui n'est plus fixe. Pour le coup, on a un double pivot artificiel. Et tu as une option 3 bis, où avant, j'avais mis Kukurea dans le demi-espace avec Enzo plus haut. Mais tu peux garder un double pivot fixe et, du coup, inverser Kukurea plus haut. C'est une option 3 bis, on va dire. Au niveau de l'option 4, c'est un peu une alternative à l'option 2, dans le sens où tu as toujours du Rich James dans le couloir droit, ok. Mais là, par contre, je me suis un peu inspiré de ce que fait Pep, notamment par moment, mais surtout Slot, où là, tu vas avoir cette charnière, donc t'as ta charnière, dans le build-up, tu les écartes un maximum, mais ça, je pense qu'on va voir de plus en plus parce que c'est dur à presser, et t'as ce numéro 6 qui vient décrocher dans l'axe, donc dans le build-up, c'est propre. Ensuite, selon l'adversité, si tu veux t'adapter et apporter de la densité au milieu, bah là, t'as un milieu à 3, ok, avec Kukurea, Enzo, donc techniquement, ils sont aussi capables d'être là. T'as du Rich James dans le couloir, donc, et après, t'as tous tes joueurs offensifs qui sont là. Donc, je pense que ça, c'est à la fois équilibré et offensif. Donc, j'aime bien. Et surtout, ça crée vraiment énormément de triangles. Tu vois que là, c'est vraiment un setup. On l'a vu avec Liverpool, hein. En première partie de saison, ils ont fait mal à tout le monde. Bon, ils se sont un peu fait cramer en deuxième partie de saison. Surtout physiquement, ils s'étaient cramés finalement. Mais c'est vraiment un setup qui fait mal, je trouve, quand t'as vraiment les joueurs. Et t'avais Slot qui faisait ça avec du Gravenberch à la place de Caicedo, et t'avais notamment Trent et Robertson à la place de Kukurea et Enzo. Donc vraiment à voir. Après tu pourrais en effet sortir Enzo du 11, mettre Rich James à sa place, et à l'aile droite, tu mets un ailier. Mais là, c'est très offensif. C'est très offensif. Et sans ballon, tu es en 4-1, 4-1. Et ça, c'est possible seulement si ta ligne offensive est très bon en pressing contre pressing. Et en tout cas, tu as ramené des joueurs pour. Quand tu ramènes du Pedro, du Kudus, du Gittens, c'est que tu veux des joueurs qui sont capables de presser, donc pourquoi pas. Après, évidemment, il y a plein de variantes possibles. L'effectif est rempli de qualité. Donc, au niveau des joueurs dans le 11, ça peut évoluer. Tu peux faire des 11 sans Pedro. Tu peux faire des 11 sans les 5 titulaires indiscutables aussi. Donc, il y a plein de choses possibles. Tout ça, évidemment, on aura le temps d'en parler tout au long de la saison. Donc, n'hésitez pas à vous abonner si vous êtes curieux de savoir comment Maresca va gérer cet effectif. Mais pour l'instant, dites-moi en commentaire quelle est votre option préférée si vraiment vous devez en choisir qu'une et une seule. Moi, j'hésite énormément entre plusieurs en fait, mais entre la 1 et la 2, mais je dirais que ma préférée quand même va rester la 1. Et j'ai le sentiment que Maresca se dirige vers ça, même si ça voudrait dire qu'il faudrait quand même un backup à Kukurea. À moins que tu changes de système en son absence. Avant de finir la vidéo, je voulais revenir sur cette info de Matt Lowe qui m'a interpellé aussi, parce que on apprend que Chelsea vise un effectif de 22-23 joueurs avec 8 ou 9 profils offensifs. Alors déjà, pour moi, 23 joueurs, j'ai vraiment du mal à le visualiser, surtout avec la LDC qui arrive et tout, donc clairement pour moi ce serait pas malin à ce niveau-là. Mais du coup, j'ai joué le jeu et j'ai essayé de créer un effectif réaliste et restreint, et j'arrive pas à aller en dessous de 25 joueurs pour moi, et on va voir ça ensemble. Donc déjà, si on a 8 attaquants, pour moi on aurait les 8 attaquants suivants. Évidemment, j'ai mis en orange les 3 joueurs qui pourraient totalement partir, où c'est vraiment plausible.
Donc là, en attaque, potentiellement, si on en croit les rumeurs, on pourrait vendre Madueke et Jackson pour ramener Kudus et Ekitike. Ce serait potentiellement les deux moves possibles. Alors Jackson pour Ekitike, je dis ok. Franchement, je dis ok, même si j'ai pas envie de vendre Jackson en première ligue. Parce qu'il est fort. Vraiment, je reconnais son talent. C'est vraiment un fort joueur qui, s'il est bien utilisé, peut... Voilà, c'est vraiment un fort joueur qui peut faire mal, bien utilisé, en transition et tout. C'est un top joueur pour moi. Donc, je suis ok, mais seulement si tu vends Jackson en dehors de la PL. Et Madueke pour Kudus. Alors, Kudus, j'aime beaucoup le joueur, mais dans le profil, je sais pas trop si ça collerait. Parce que tu as quand même du Estevao qui, pour moi, a vraiment un rôle où il peut jouer ailier droit, mais aussi backup de Palmer et tout. Madueke, je suis moins convaincu. Madueke, j'aimerais vraiment le garder un an de plus. Je sais pertinemment que Madueke, il est condamné, entre guillemets, à Chelsea. Il fera pas une longue carrière là-bas parce que, avec Kenda qui arrive et tout, si Madueke reste à Chelsea, c'est un an de plus. Sinon, c'est tout. Donc, à voir, mais le vendre à Arsenal en plus, là, Arsenal est dessus. J'ai peur qu'il explose, Madueke. Hein. Il a vraiment des grosses qualités. J'ai très peur qu'il explose, Madueke. Donc voilà, en tout cas, on aurait 8 attaquants. 5 milieux de terrain. Caicedo, c'est élite. Enzo, c'est très fort. Santos, voilà. Lavia, quand il est sur le terrain, c'est hyper fort aussi. Déjà, ces 4 joueurs-là, c'est un truc de fou, la qualité. Et Esugo en 5e option. Genre, voilà, c'est au moins top 3 des meilleurs milieux au monde pour moi. Allez, top 5 si on veut être raisonnable. Au niveau des défenseurs, là pour moi, en fait, ce que j'aimerais au niveau de la défense, c'est, donc t'as 4 joueurs, j'aimerais avoir des postes doublés, donc 4 x 2, 8, et vu qu'il y a Fofana dans le lot, forcément quand t'as Fofana dans le lot, il te faut un extra joueur. Et pour moi, donc ça fait 9 défenseurs en fait. Et pour moi, je partirais sur ces défenseurs-là, et il faudrait 2 gauchers, donc... T'as viré, pour moi tu vires Badiachil, donc tu ramènes un gaucher. Moi je garderais Vega personnellement, mais c'est pas dans les plans apparemment. Mais donc 2 gauchers, un défenseur central gaucher et un latéral gauche, du coup un backup de Cucurella. Plus les 3 gardiens, pour moi ça ferait un effectif de 25 joueurs. Et pour moi c'est déjà hyper restreint, parce que pour faire cet effectif-là de 25 joueurs, ça fait déjà beaucoup de joueurs mis sur le côté. Hein. C'est-à-dire que là, tu vires des Badiachil, des Disasi, tu prêtes des Anselmino, il n'y a pas de place pour Mamadou Sarr, tu vires des KDH, des Nkunku, des Félix, tu vires beaucoup de joueurs là, tu vois, pour avoir cet effectif restreint de 25 joueurs. Donc c'est compliqué, c'est possible, hein, 25, mais quand j'entends 22, 23, ouah, ça me paraît trop juste quand même. Donc voilà les frérots, je termine cette vidéo où j'ai voulu mettre en avant João Pedro, la nouvelle recrue. Même si je suis pas tellement convaincu qu'il va être titulaire indiscutable. Je pense qu'il y aura pas mal de rotations, d'ajustements d'un match à l'autre. Je pense que Maresca, il a envie de se tester tactiquement cette saison. Il a plusieurs schémas d'un match à l'autre qu'il utilise. Donc je pense que ça va être vraiment hyper intéressant à suivre Chelsea cette saison tactiquement. En plus, tu prends des profils polyvalents. Donc ça veut dire que tu vas être flexible quelque part. Donc vraiment, affaire à suivre. Merci à tous ceux qui vont liker la vidéo, qui vont s'abonner, qui me donnent de la force. Vraiment, merci infiniment. C'est vous qui me donnez la force de faire des vidéos aussi détaillées, parce que ça prend vraiment beaucoup de temps de faire ces vidéos-là. Donc merci infiniment et à très bientôt sur French PL. Ciao.